Près de 2000 constructions jalonnent les 200 km de la ligne Maginot en Alsace. Cette semaine, dans notre histoire, part à la découverte du plus grand et du mieux conservé de tous ces ouvrages. Au cœur de la forêt de Hunspach, le fort de Schönenbourg. C'est parti. Marc Alter, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association des Amis de la ligne Maginot d'Alsace. Oui. C'est ça ? Où est-ce qu'on se trouve là Là, on se trouve devant la porte principale du fort de Schönenbourg, par laquelle rentraient les munitions dans l'ouvrage. Le portillon pèse 1,2 tonne et la porte, qui est étanche d'ailleurs, pèse 7 tonnes. Une porte qui date de 1932. 1932. On y rentre, on y pénètre ? Avec plaisir. C'est parti. Alors on le disait, vous êtes donc le président de l'association des Amis de la ligne Maginot d'Alsace. Oui. Cette ligne Maginot, on en parle souvent, mais qu'est-ce que c'est déjà ? Déjà, on en parle souvent, principalement en France. On l'a décrié maintenant, on change un petit peu d'avis. C'était une ligne de défense qui devait éviter, venant d'Allemagne ou d'Italie, une attaque surprise sur la France. Et la mission principale, c'est résister 21 jours pour permettre la mobilisation et la concentration des forces françaises. C'est quoi son histoire ? Quand est-ce qu'elle a été construite ? Enfin, dans quel contexte elle a été construite et pourquoi ? Alors, elle a été construite après la Première Guerre mondiale. C'est un petit peu une des conséquences de la Première Guerre mondiale, parce que pendant la Première Guerre mondiale, la France a eu 1 400 000 tués, 4 millions de blessés graves. On était un petit pays, 2 fois moins peuplé que l'Allemagne. Et durant 51 mois de guerre de 14-18, il n'y a pas eu de bébé conçu en France. Si on compte maintenant 20 ans de plus, c'est-à-dire à partir de 1935, et cela sur 5 ans, il va y avoir un creux de natalité et à peu près un tiers de l'armée française qui va manquer, c'est-à-dire les enfants qui ne sont pas nés 20 ans avant. Et pour compenser, on a construit du béton. Le béton, c'est une machine à économiser les forces et à gagner du temps. Du béton à la place des hommes, c'est ça ? Voilà, André Maginot disait, lorsqu'on a voté les crédits en 1930, au mois de janvier, le mur de béton est moins cher que la poitrine de nos enfants. André Maginot, c'était le ministre de la guerre. Il a été plusieurs fois. Il ne faut pas oublier qu'on a eu entre 1919 et 1939 40 gouvernements en France. Donc ça valsait un petit peu, mais lui, il était relativement stable et il venait de Lorraine, donc il savait ce que c'était qu'une invasion ou qu'une occupation. Et c'est la raison pour laquelle on a choisi aussi la fortification. Là, on a une carte de France. Ça représente combien de kilomètres et combien d'ouvrages ? Alors, sur toute la France, il y a aussi des petites casemates en Corse, en Tunisie, qu'on appelle la ligne Marette. Les zones principales, ce sont tous les cols alpins, la plaine du Rhin et la vallée de la Moselle. Donc, du point de vue ouvrage, des gros ouvrages comme le Schönenbourg, il y en a 40 qui ont été construits. 20 dans les Alpes, 20 dans le nord-est. Des ouvrages plus petits, des ouvrages moyens d'infanterie, il y en a 60 qui ont été construits essentiellement donc, dans le nord-est. Et ensuite, des casemates, les plus petites unités de tir, il y en a environ 400 qui ont été construits. Et ça fait 750 km à peu près, c'est ça ? À peu près. Ça couvre tous les points d'invasion classiques qui mènent sur le territoire national. Et alors, nous, on va se concentrer un peu plus sur l'Alsace quand même. Oui. On est un peu chauvin. En Alsace, du coup, concrètement, cette ligne Maginot, à quoi elle ressemblait ? Qu'est-ce qu'il y avait comme infrastructure ? Alors, le fort de Schönenbourg, qui se trouve là, c'est le dernier gros ouvrage en direction du nord-est en France. Et venant d'Allemagne, le premier si on vient de l'Est. Ça, c'est le secteur fortifié de Haguenau. Il part du Rhin, il va jusqu'à Lembach. Il y a 3 ouvrages principaux, le fort de Schönenbourg, le très gros fort du Hochwald, le four à chaud, et ensuite à Lembach, il y avait un petit ouvrage. Les petits points, ça représente les casemates. Les casemates assurent la continuité du feu.
Les rectangles, ce sont des abris d'intervalle. C'est là que sont stationnés les réserves qui alternent avec les casemates. Et les triangles, ce sont les observatoires. Et ça forme donc un groupe fortifié. Et le long de la frontière, sur toutes les routes, on ne les voit pas, mais elles sont là, il y a ce qu'on appelle des maisons fortes. À l'intérieur, il y avait des gendarmes mobiles, des douaniers, et c'est eux qui vont donner l'alerte. Et ceci s'appelle donc le SFH, le secteur fortifié de Haguenau. Il a été beaucoup attaqué en 1940, et le fort de Chenambourg en lui-même s'est pris 3500 bombes et obus, et 6 attaques de Stuka. À chaque fois, c'était 27 bombardiers en piqué qui envoyaient des bombes de 500 kilos sur l'ouvrage. Bon, je crois qu'il est temps d'aller partir à la découverte de ce fort de Chenambourg. Avec beaucoup de plaisir. On en a pas mal parlé. Parce qu'il est en très très bon état, et parce que les bénévoles, depuis la création de l'association en 1978, ont fourni plus de 240 000 heures de travail bénévole pour le retaper, et maintenant il est au monument historique. On va en reparler de tout ça, mais pour le moment, on va rejoindre Daniel, c'est ça, qui est guide ici? Oui. Allez, c'est parti, merci. Bonjour Adrien. Là, on a descendu de 30 mètres. On est à 30 mètres sous terre, c'est ça? On a effectivement une distance au plus profond du fort qui sera de 30 mètres, mais aussi au plus bas, on sera à 20 mètres. Ok. Mais par rapport à l'entrée où on était tout à l'heure? On est grosso modo à quasiment 30 mètres. Ok. Où est-ce qu'on se trouve là? Je vois qu'il y a une maquette. Vous pouvez nous montrer un peu où est-ce qu'on se trouve? Oui, ici, donc on a la maquette qui représente tout l'ensemble du fort de Chenambourg. Donc en sachant qu'on a différentes entrées. On a, en regardant ici mon pointeur laser, donc l'entrée matériel munitions, par exemple là où nous on est rentré ce matin, qui était prévu pour approvisionner le fort jusqu'à une capacité de 50 tonnes de matériel par jour. Ce qui veut dire provisions, munitions, toute la matière. Convoyé par ascenseur, enfin plutôt des monte-charges dans la partie basse donc de la galerie, donc entrée de la galerie principale, et avec un petit train électrique, on va déplacer toute cette matière dans le fort. On est ensuite passé derrière sur la partie technique. Donc nous, on est sur la partie arrière du fort. Comme je disais, une entrée matériel munitions ici. Un peu plus loin, l'entrée des hommes. On avait quand même un équipage qui était à hauteur de 630 soldats, officiers, sous-officiers. Ce fort, du coup, est-ce qu'on peut revenir sur sa construction? Quand est-ce qu'il a été construit? Combien de temps ça a pris? C'est quoi les origines un peu du fort? Le fort a été construit à partir de 1931 jusqu'en 1935. On a donc différentes parties du fort. Donc ça a quand même engendré une mobilisation de pas mal de personnes. Habituellement, ils n'étaient pas plus de 200 soldats par jour, enfin 200 ouvriers par jour, sachant que c'était quand même une société civile ou des sociétés civiles qui ont fait la construction du fort. Un exemple vraiment très intéressant est la galerie principale qu'on peut apercevoir ici. Elle fait combien de distance? La galerie, des arrières aux amants, on a 1 km de distance. Okay. Donc on a séparé les parties blocs de combat, donc 6 blocs de combat qui comprennent 3 blocs d'artillerie et 3 blocs d'infanterie, avec l'entrée matérielle et munitions. Une grosse partie de tout ce qui est galerie souterraine a été faite en maçonnerie traditionnelle. Et quand je dis maçonnerie traditionnelle, en fin de compte, on va utiliser le matériau local. Et ici en Alsace, c'est le grès des Bauges. Très bien. Là, qu'est-ce que je vois là, au milieu de la galerie? Il y a une petite zone. Le milieu de la galerie qu'on a ici, c'est la partie la plus basse du fort. On a ce qui est représenté ici, c'est la partie égout. Donc on vient collecter toutes les eaux usées du fort. Et tout a été pensé pour organiser, pour pouvoir vivre dans ce fort. Voilà, tout a été pensé pour pouvoir vivre dans le fort. On appelle ça aussi un équipage parce qu'en fin de compte, on s'est aussi inspiré du mode de vie et de fonctionnement comme dans le système naval, dans un sous-marin ou sur les bateaux. Donc d'où le nom, l'équipage du fort. On va y revenir plus tard, mais d'abord ce fort, concrètement, qu'est-ce qui s'y est passé une fois qu'il a été construit? On arrive là dans les années 1939-1940, c'est le début de la guerre. Concrètement, racontez-moi un peu cette année un peu spéciale. Ce qui s'est passé, c'est que quand la guerre a déclaré, donc la France a déclaré la guerre à l'Allemagne, les forts de la ligne Maginot ont été occupés. Ici, en l'occurrence, à partir de début septembre, et ce qui s'en est suivi de ce qu'on appelait la drôle de guerre. Donc le fort de Chenambourg était occupé pendant 9 mois avec tout son équipage
Donc 24 heures sur 24, jusqu'au début des premières attaques donc allemandes qui ont commencé le 14 mai 1940 avec des tirs d'artillerie. Donc position de batterie allemande qui était du côté allemand, donc Schweigen, à côté de Wissembourg, et qui ont commencé à tirer sur le fort. Et donc concrètement, il y a eu à peu près 5-6 semaines de combat, c'est ça? Il y a eu à peu près 5-6 semaines de combat, donc jusqu'à la signature de l'armistice par Pétain, donc, qui s'est rendu vis-à-vis de l'Allemagne. Mais le fort, en fin de compte, s'est rendu qu'en date du 1er juillet, parce qu'on n'était pas sûr si c'était effectivement une vraie ou une fausse information. C'est a priori une cinquantaine de projectiles qui ont été tirés sur le fort et les environs. On sait que de l'ouvrage du fort de Schönenbourg, on sait que c'est l'ouvrage le plus bombardé a priori de la ligne Maginot. Et en réponse En réponse, on a quand même tiré un total de 17 000 obus. Donc tout ça au niveau des blocs d'artillerie aux amants. Donc on a 2 tourelles de canons de 75, donc en jumelé. Donc à peu près chaque tourelle a tiré un peu plus de 7 000 obus. Combien de personnes ici ont vécu et ont travaillé pendant les 9 à 10 mois Ici au total, c'était les 630 soldats. Ok. Donc qui étaient en activité. Et donc du coup, ils ont été en activité là-bas, mais aussi ils vivaient. Voilà. Ils vivaient ici. Donc on a dans ce qu'on avait vu la partie arrière, donc la partie technique, on a bien scindé distant d'1 kilomètre la partie combat et la partie technique. Je vous propose du coup d'aller voir de nous-mêmes les endroits où vivaient ces soldats. Où vivaient et travaillaient les soldats. Voilà, vivaient et travaillaient ces soldats pour voir un peu leurs conditions de vie pendant cette période. Allons-y. Alors où est-ce qu'on arrive là, Daniel? Ici, on arrive dans la partie usine de production électrique, qui est équipée avec 4 groupes électrogènes qui nous permettaient de produire du courant en continu, ce qui veut dire 24 heures sur 24 sur une période maximum de 3 mois. Ok. Habituellement, on est alimenté par le réseau civil en bande de 1000 volts. On a ici sur la partie arrière donc de l'usine un poste de transformation. Pourquoi? Parce qu'on a 3 tensions différentes dans l'ouvrage. 110 volts pour l'éclairage, on a quand même plus de 1500 luminaires dans le fort. Donc en 110 volts courant alternatif. Ensuite du 440 volts pour tout ce qui est ventilation, équipement électrique, cuisine ou autre. Et du 600 volts en courant continu qui nous permettait d'alimenter le petit train électrique avec lequel on convoie tout le matériel dans le fort. Donc c'est vraiment une véritable centrale électrique pour alimenter une ville, une espèce de ville souterraine. Petite ville, oui, c'est un petit village. On a quand même 630 soldats, officiers, sous-officiers qui sont ici. Donc ça nous permettait d'alimenter, surtout lors des périodes de bombardement ou de tirs d'artillerie allemande, on se déconnectait du réseau civil pour fonctionner ici en toute autonomie. Et combien de personnes travaillaient là ici à peu près? Sur la partie ici, donc les pionniers qui étaient ici étaient stationnés constamment ici, dormaient sur place, avaient aussi des tables qui fixaient le long des murs dans les galeries pour pouvoir se restaurer sur place. C'était un ensemble total de 70 soldats. Très bien. On continue? Oui, ici on arrive au niveau de l'usine de filtration. On a des batteries de filtres qui nous permettaient de filtrer l'air en provenance de la surface en cas d'attaque au gaz. En l'occurrence l'hypérite, à l'époque, connu aussi sous le nom de gaz moutarde. Et alors concrètement, comment ça fonctionnait? Là, on voit, c'est un filtre là, ici, là? En cas d'attaque au gaz, on a effectivement ici la coupe d'un filtre. Donc ça fonctionne au charbon actif. Donc une première partie supérieure, des filtres papier, encore une fois du charbon actif, qui permettait effectivement de neutraliser l'hypérite. Ces filtres, ils ont servi du coup? Ils n'ont jamais servi. Pourquoi? Parce que les Allemands, pendant la Deuxième Guerre mondiale, n'ont pas utilisé les gaz pour les combats. Tant mieux. En effet, oui. On continue notre chemin et on va aller voir là où est-ce que les soldats dormaient. Voilà, on peut aller voir les casernements. Ici, on est à l'entrée d'un des 4 dortoirs du fort, qui en comprend 4 et réciproquement 36 lits dans chaque dortoir. Okay. Où les soldats venaient pour se reposer. Ils étaient stationnés ici pendant 3 jours. Par jour, ils avaient le droit de sortir ici du dortoir pour aller effectivement aux toilettes, se rafraîchir, et éventuellement sortir, si la situation à l'extérieur le permettait, 1 heure à la lumière du jour par jour, et ensuite ils revenaient ici. Donc là, oui, on voit c'était quand même très à l'étroit, et là, il y a plusieurs mannequins, plus nous aussi, on sent qu'on est déjà un peu... Oui, on est un peu à l'étroit. Ouais. Donc il y a eu malheureusement des cas de figure où dans les ouvrages de la ligne Maginot, des soldats ont souffert de ce qu'on appelait la bétonite.
ce qu'on peut appeler aussi la claustrophobie. Donc le fait d'être enfermé sous terre, de ne pas voir la lumière du jour. Il y a eu malheureusement des cas où des soldats devenaient fous ou se sont même suicidés. D'accord. Ce qui n'a pas été le cas ici. Ici, ok. Parce que le commandant du fort, donc le commandant Gagné, était bienveillant envers ses soldats et ils étaient même motorisés à boire un quart de vin rouge avec chaque repas. Ok. Mais donc là, ouais, donc 36 soldats, là, faut s'imaginer 36 soldats regroupés ici et ils ne pouvaient sortir que pour aller donc du coup taper la balle ou manger aussi. Quand ils sortaient, c'était accès ici aux toilettes, un peu plus loin au niveau des lavabos pour se laver avec que de l'eau froide et éventuellement, comme je disais avant, si les conditions le permettent à l'extérieur, sortir à la surface, donc les 36 ensemble, faire une petite pause à l'extérieur, fumer une cigarette, taper un ballon, donc vraiment aller à la lumière du jour pour se retonifier et reprendre du moral. Et là, c'est sur cette petite table là que je vois là qui... C'est les tables qu'on retrouve ici. Qui mangeaient. Où en fin de compte les soldats mangeaient. Moi je dis toujours le fort est grand, mais en fin de compte il n'est pas assez grand parce qu'on n'a même pas de salle à manger pour les soldats ici dans le fort. Ouais, les conditions de vie étaient quand même très spartiates, très rudimentaires. Il y avait aussi du bruit, il y avait aussi de... Oui, c'est bruyant, enfin en constance. Pourquoi? On avait vu par exemple l'usine avant, on a quand même la ventilation qui fonctionne 24 heures sur 24. Donc c'est un environnement qui est très bruyant. Donc on peut aussi dire quand même très stressant pour l'équipage. On passe en cuisine? On parlait de la cuisine. Ouais. Ici, c'est un espace qui est très important. Pourquoi? Parce qu'il faut quand même restaurer au total 630 soldats. Bien sûr. Il faut quand même savoir qu'on a encore une deuxième petite cuisine qui est au niveau des casernements, qui était réservée aux officiers. Ok. Là, ici, c'était quoi là? On faisait la vaisselle? Ici, c'est pour faire la vaisselle, etc. Oui. Okay. On a encore des éviers dans la partie cuisine qu'on verra après. Et là, ici, c'est ici, par contre, c'est la partie stockage. Il faut quand même savoir qu'on a au niveau du fort quand même 630 soldats à nourrir en tout, ce qui représente une consommation moyenne journalière de 1 tonne en provisions. Donc tout ça, il faut pouvoir les stocker et les différents récipients qu'on a ici, entre autres ceux qui sont derrière nous, j'appelle ça moi les boîtes de conserve au format militaire. Okay. Alors cette salle de stockage, là on voit, elle est bien décorée. Qu'est-ce que c'est que Elle est bien décorée, effectivement. Ici on a des reproductions des différentes peintures murales, en l'occurrence celles qui sont ici. On a encore les originaux sur les deux façades du mur. Donc dans la période drôle de guerre, les soldats, pour passer le temps, ils ont fait différentes peintures murales. Certains étaient des artistes qui étaient très doués. On a différents types de peintures dans le fort. Et effectivement, elles sont encore relativement en bon état. Très bien. On continue là. On va pouvoir continuer sur l'espace de stockage. Donc on retrouve ici des conserves, des lentilles, des conserves, des bocaux de conservation. On a une carte de menu, mais il y avait par exemple du rôti de bœuf, des haricots, des anchois en entrée. Donc ils étaient plutôt assez bien lotis en termes de nourriture. Et bien sûr, un petit quart de vin rouge avec chaque repas qui contribuait au bon maintien du moral pour les troupes. Avec modération à l'époque? Toujours avec modération. Et alors là, on arrive du coup dans le cœur du réacteur un peu. Ici, on arrive dans la partie vraiment très importante. Donc on a toute la partie cuisine. Il faut quand même savoir que pour l'époque, on est dans les années 35, 35-40, on a quand même construit une cuisine toute électrique. Donc nous avons ici des marmites électriques ou des cocottes minutes. On peut retrouver le petit sifflet au-dessus, donc à ce niveau-là. Et ce sont en plus des marmites en acier inoxydable. Ce qui est quand même très innovant pour l'époque, d'avoir une cuisine toute électrique. On a même différents ustensiles, avec entre autres un four qui nous permettait de rôtir de la viande. On retrouve ici une cafetière électrique ou un percolateur, au format militaire bien sûr. Ne pas oublier, on a plus de 600 soldats. Et ensuite, ici encore une machine un peu plus spécifique, qui est une éplucheuse de pommes de terre électrique. Il y a quand même, pareil, toujours 600 soldats. Donc imaginez le nombre de pommes de terre qu'il fallait éplucher pour tout ce monde-là. C'est ça qui est un côté assez avant-gardiste, une vraie cuisine collective, en fait, comme on peut aujourd'hui trouver dans les collèges, dans les lycées. Dans les lycées, collèges ou même des grosses entreprises. C'était effectivement très avant-gardiste pour l'époque, très moderne. Et il ne faut pas oublier, on est à 30 mètres sous terre. Donc d'où aussi le fait que tout fonctionne à l'électricité. Impossible d'utiliser du gaz, du charbon ou du bois.
Et ce qu'il y avait aussi d'avant-gardiste, c'est là-bas, on faisait déjà le tri à l'époque. À l'époque, on avait effectivement déjà le tri sélectif. Pourquoi? Au niveau des égouts, donc au niveau des eaux usées, on avait déjà un système de désuileurs. Et on avait effectivement ici un accès aux poubelles avec les déchets incinérables, mais aussi, ou inversement, et aussi tout ce qui était déchets verts qu'on allait pouvoir recycler ou réutiliser pour donner à nourrir ou nourrir les animaux, etc. Donc de nos jours, on n'a rien inventé. Merci beaucoup Daniel pour Moi, cette visite et pour cette découverte de ce lieu. Nous, on va remonter à la surface et puis on va retrouver Marc. Marc, je vous retrouve. Oui. Et on est à l'extérieur cette fois. Alors là, en extérieur, sous ce qu'on appelle les blocs avant, en fait, c'est la ligne de front. Les entrées sont à plus d'1 kilomètre dans la forêt, vers le sud. Au nord, on a Wissembourg à 8 km. Et derrière moi, vers l'est, il y a la frontière allemande, le Rhin, qui est à 25 km. Et par beau temps, on voit Baden-Baden en Allemagne. Ouais, donc vraiment un poste idéal pour avoir une vision d'ensemble sur l'ennemi qui pourrait arriver, quoi. Ah ben, comme dit ma petite fille, on a installé le fort là où ça embête tout le monde, quoi. Ça bloque toutes les routes qui arrivent ici. Il y a la voie de chemin de fer sur laquelle on peut tirer également. Là, il y a le bloc numéro 1, qui est une issue de secours, qui tire sur la casemate voisine qui se trouve à peu près à 600 mètres derrière le pylône là-bas. Sur ce fort, à la fin de la guerre, qu'est-ce qui s'y est passé, un petit bilan de ce qui s'y est passé et combien il y a eu de victimes, comment ça s'est déroulé? Alors la campagne de 1940, le fort a été terriblement bombardé au mois de mai et au mois de juin 1940. Les Allemands ont envoyé 3500 bombes et obus, des obus géants. Il y a eu 6 attaques, environ 150 bombardiers allemands qui ont envoyé des bombes de 500 kilos. Il y a un soldat français qui a été tué, un guetteur, dans une cloche. Comme celle-ci, il a été décapité. Un blessé qui est mort à l'hôpital après. Et en tout, donc, les pertes françaises s'élèvent pour le fort de Chenambourg à 2 tués et 150 blessés. Les Allemands ont eu beaucoup plus de pertes, mais le mode de calcul n'est pas le même que chez nous. Les Allemands ensuite ont investi les lieux qui avaient été évacués par les Français sur ordre du gouvernement et du haut commandement français. Ils avaient été invaincus. Et une semaine après l'entrée en vigueur de l'armistice, les Français sont sortis. Ils ont été faits prisonniers. Ils sont partis 5 ans en captivité en Allemagne. C'était pas une plage de gloire de la République, je vais dire, parce que bon, on n'a pas fait grand-chose pour des gens qui n'avaient pas été vaincus, pour les prendre. Et les Allemands, première chose qu'ils font au mois de juillet, le 21 juillet 1940, ils tournent au fort de Chenambourg un film 100% propagande nazie, la prise du fort, notamment la tourelle numéro 3 qu'on voit là en bas. Et donc ce film, malheureusement, qui est très bien tourné, hein, propagande, on le montre dans toutes les télés du monde comme un documentaire. Mais c'est 100% de la propagande. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Et après la guerre Alors, les Allemands n'y font rien de spécial, sauf des visites avec des personnalités. Ils ne l'ont pas organisé en usine, comme c'était le cas du fort du Hochwald, un petit peu plus loin. Et à partir de 1945, les Américains avaient dormi un petit peu dedans, parce qu'il y avait une ligne de front qui passait par ici. Et les Français, donc les Allemands, sabotent le fort, les entrées. Et à partir de 1952-53 jusqu'en 1956, les Français vont réhabiliter le fort et le transformer en poste de commandement anti-atomique. Et il sera donc entretenu comme tel jusqu'en 1967 à peu près. Ensuite, c'est l'abandon, donc ouvert aux ferrailleurs et aux récupérateurs. Et l'association le reprend en charge en 1978 et l'ouvre à la visite. Oui, cette association, parlons-en. L'association des Amis de la ligne Maginot d'Alsace, donc, Oui. créée en 1978, vous venez de le dire. C'est quoi son objectif à l'époque et aujourd'hui, maintenant, c'est quoi ses missions? Alors l'objectif reste le même, hein. Il y a un objectif moral, c'est réhabiliter la mémoire des anciens combattants qu'on a un petit peu, même beaucoup bafoués en France, hein. Donc ils sont tous décédés maintenant, mais réhabiliter leur mémoire, les combattants de la ligne Maginot, le rôle réel de la ligne Maginot qui a fonctionné comme on avait prévu que ça fonctionne,
contrairement à ce que les détracteurs disent, pour s'affranchir un petit peu. Et donc ça, c'est le premier objectif, réhabiliter la mémoire, et ensuite ouvrir le fort à la visite pour le montrer aux gens, et surtout le restaurer, le remettre en état tel qu'il était en 1940. Merci beaucoup Marc, merci pour cette visite et merci pour cette découverte. Et merci d'être venu et de le faire découvrir. Voilà pour cette plongée dans l'histoire du fort de Chenambour. Merci à vous de nous avoir suivis. Et si vous souhaitez faire partie des 60 000 visiteurs qui arpentent le lieu chaque année, sachez qu'il est ouvert tous les jours de 14h à 16h et de 9h30 à 16h lors des mois d'été. À la semaine prochaine dans notre histoire.